Les travaux de reconstruction des mausolées s'effectuent de façon satisfaisante, constat fait par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme à Tombouctou hier. Ces mausolées sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Également dans ce 20h, nous allons parler de la projection en avant-première du film documentaire intitulé Le Capitaine Thomas Sankara, un film documentaire de 90 minutes qui sera en compétition au FESPACO. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Nous allons parler à présent des pourparlers d'Alger. La médiation internationale est à pied d'œuvre. Elle est en phase d'achèvement de ses travaux de synthèse et proposera dans les prochaines heures un nouveau projet d'accord destiné à être paraphé par les différentes parties en prélude à la signature d'un accord de paix global et définitif prévu ici au Mali. Le ministre des Affaires étrangères, chef de la délégation gouvernementale, a eu des séances de travail aujourd'hui avec certains membres de l'équipe de médiation. Envoyé spéciaux à Alger, Idrissa Traoré et Yaya Konaté. Une séance de travail élargie pour mettre tous les membres de la délégation au même niveau d'information. À Alger, esprit d'équipe oblige, la concertation est la règle au sein de la délégation gouvernementale qui poursuit avec assiduité son travail à la recherche d'un accord de paix global et définitif. Au menu de la rencontre du jour, des échanges sur le processus, ses avancées, ses difficultés et la conduite à tenir pour la suite des travaux, le mot d'ordre, rester mobilisé. À ces échanges techniques internes, il faut ajouter celles avec les autres parties à travers des contacts informels ou formels, mais aussi avec la médiation. C'est dans ce cadre que le chef de la délégation gouvernementale, entouré de proches collaborateurs, a rencontré aujourd'hui le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSMA, tous les deux membres de l'équipe internationale de médiation. La médiation qui travaille d'arrache-pied depuis près d'une semaine sur un nouveau projet d'accord destiné à être paraphé par l'ensemble des parties. Pour cela, elle a recueilli les observations des uns et des autres sur le document issu de la 4e phase des pourparlers. Les travaux de la médiation évoluent d'une manière continue, jour et nuit. Nous espérons peut-être qu'on finit le texte de l'accord aujourd'hui. On va le donner au gouvernement et aux autres parties maliennes pour le voir. Et nous espérons peut-être d'ici 2 jours on sera en position de parapher le texte. Et par la suite, l'idéal, c'est de signer l'accord à Bamako dans quelques semaines. Alors, déjà quelques jours, près d'une semaine que vous travaillez sur ce projet d'accord, sur cette synthèse, la preuve que c'est difficile? Il y en a des questions qui sont faciles, il y en a d'autres qui sont difficiles, mais notre rôle, c'est d'essayer de rapprocher. Pour moi, comme représentant spécial du secrétaire général, j'ai un mandat très clair du Conseil de sécurité, c'est de préserver l'unité territoriale du Mali, la souveraineté du Mali et de l'aspect laïque et républicain du pays. En faisant ça, nous devons rapprocher toutes les communautés maliennes et ne pas les séparer. Comment comptez-vous concilier notamment les positions de la coordination avec celles des autres, vu que ces positions aujourd'hui sont très divergentes? On essaie, moi personnellement, je rencontre les membres de la coordination, les membres de la plateforme et le gouvernement presque quotidiennement. J'essaie de rapprocher les points de vue. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Vous venez de demander des concessions au ministre Diop, c'est ça? Oui, je viens de sortir du ministre Diop, ministre Konaté et ministre Sahabi. On a parlé franchement et clairement sur la position du gouvernement et moi aussi je leur dis notre position, c'est que, comme je viens de dire, ce n'est pas loin de la position du gouvernement, c'est de rapprocher les communautés maliennes et de trouver la paix et la sécurité le plus tôt possible. Du côté des délégations des groupes armés, c'est aussi l'attente dans la même ambiance. D'ailleurs, ces derniers jours, les rangs des différentes équipes ont été renforcés avec l'arrivée ici à Alger d'experts, de membres de la société civile et autres personnalités influentes des différents mouvements armés, signe peut-être que le temps des grandes décisions s'approche de plus en plus. Je vous le disais dans les titres, les travaux de reconstruction des mausolées s'effectuent de façon satisfaisante. C'est le constat du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme en visite à Tombouctou. Lors de la visite, la délégation a rencontré aussi la notabilité et les familles détentrices des mausolées pour les rassurer de l'intérêt que le gouvernement et ses partenaires accordent à ces trésors culturels classés patrimoine mondial de l'UNESCO. On en sait plus avec Yaya Tandina.
C'est une forte délégation nationale conduite par la ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme qui s'est rendue à Tombouctou. Objectif, s'enquérir de l'évolution des travaux effectués dans la réhabilitation des mausolées. Au cimetière des Trois Saints, l'hôte s'est dit impressionné malgré le retard accusé. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, avec nos partenaires de l'UNESCO, de la Suisse, de l'Union européenne, et pour nous enquérir un peu de l'état d'avancement des chantiers entrepris dans le cadre de la reconstruction des mausolées et des bibliothèques. Et donc là, nous sommes ici au cimetière où nous avons vu tout le processus entamé. Et nous en sommes à 5-6 mois de la fin des travaux. Et donc nous sommes venus voir l'état d'évolution assez satisfaisant et surtout assez édifiant. Ces travaux ont été réalisés grâce à l'accompagnement du gouvernement malien et ses partenaires techniques et financiers. Il y a eu un grand travail et je dois saluer la contribution des communautés de Tombouctou de nous donner toutes les informations nécessaires qui ont permis d'avoir un dossier technique très près que l'on va partager avec le patrimoine mondial et qui explique comment tout le processus de reconstruction va se faire. Ce projet est mis en œuvre par le ministère de la Culture avec l'UNESCO et c'est financé par la coopération suisse et aussi d'autres partenaires. Donc pour moi, c'est la première fois que j'ai pu visiter les travaux, voir l'avancement. On constate qu'il y a déjà pas mal d'avancement. Au total, 13 mausolées seront entièrement réhabilités d'ici juillet 2015. Madame la ministre a mis à profit son séjour pour rencontrer les notabilités et familles gardiennes de ces mausolées. La ville de Wili-Sebougou a servi de cadre le 21 février dernier au lancement de la Journée internationale de la langue maternelle. Le ministre de l'Éducation nationale, à travers l'Académie malienne des langues, entend faire des langues nationales le vivier du développement socio-économique du pays. Fadeba Keita. Visite d'une école à curriculum, sketch sur l'importance de l'utilisation des langues nationales comme médium d'enseignement et de communication sont les quelques temps forts qui ont marqué le lancement de la Journée internationale de la langue maternelle. L'édition de 2015 s'attelle à la valorisation des 12 langues maternelles utilisées comme outils de travail dans différents projets et programmes de développement et de 11 autres qui ont progressivement intégré dans le système éducatif formel et non formel du pays. Le 21 février, Journée internationale de la langue maternelle par l'UNESCO en 1999, lors de sa 30e session, est un espace d'interrogation et d'interpellation sur l'usage et la valorisation de la langue maternelle. Les autorités politico-administratives de la deuxième région se réjouissent du choix porté sur Wili-Sebougou. Placé sous le signe de la réconciliation et de la paix, le thème international de cette édition est l'éducation inclusive à travers et par la langue. La langue, ça compte. Au plan national, un des thèmes retenus est langue maternelle, des volontés politiques aux actes concrets. Il n'y a pas de développement en dehors de nos valeurs de civilisation dont les langues sont le principal véhicule. Les langues maternelles occupent une place de choix dans le processus de développement d'un pays. Véhiculer des messages à travers les ondes et organiser des conférences débats sont autant de moyens de mobilisation et de sensibilisation des citoyens sur les avantages de l'utilisation des langues nationales. Une mission du ministère du Commerce et de l'Industrie a séjourné les 21 et 22 février dans la région de Ségou. À San et à Ségou, la mission a visité les huileries de la place avec comme mot d'ordre de fermer les unités qui ne répondent pas aux normes de qualité exigées. Reportage Candicila. C'est par l'huilerie de Moussa Traoré à San que cette mission de contrôle du ministère du Commerce et de l'Industrie a pris fin dans la région de Ségou. Entretien avec les promoteurs, visite des installations, il s'agit de contrôler sur le terrain la qualité en matière de production et de commercialisation des huiles alimentaires fabriquées au Mali. Les promoteurs sont assujettis à des critères répondant entre autres à l'agrément ou l'autorisation d'exercer, le contrôle des engagements, la fréquence des analyses et l'autorisation de mise sur le marché. Le contexte de cette mission, c'est par rapport au suivi, l'identification des huileries et ne répondent pas aux normes de qualité. Et celles qui ne répondent pas aux normes de production
et qui ne respectent pas les normes en matière de production. Donc l'instruction est très ferme et de les fermer. On note que cette opération s'inscrit dans le cadre des missions régaliennes du département, mais également répond à une volonté du chef de l'État, une volonté exprimée lors de la 11e édition de la foire d'exposition de Bamako, FEBAC. Le bureau exécutif du Parti de l'Union pour la République et la démocratie vient d'effectuer une conférence régionale à Caille. C'était pour restituer les grandes lignes du congrès du parti tenu le mois de novembre dernier, mais aussi mieux informer les militants responsables du parti afin de se positionner pour les élections à venir. Au RTM Caille, le reportage de Mahamadi Alioubari. Cette conférence régionale du bureau exécutif de l'Union pour la République et la démocratie IRD a touché les responsables et militants des comités sous-sections, sections de l'ensemble de la région. Il s'agissait de porter à la connaissance de leurs membres les informations relatives à la mise en place de la fédération régionale de l'URD et la restitution des grandes lignes du congrès du parti tenu au mois de novembre 2014. Au cours de ce congrès, nous avons fait beaucoup de changements au niveau de nos textes fondateurs et il est bon qu'on arrive dans toutes les localités et dans tous nos cercles pour expliquer ces innovations. Parmi ces innovations, nous avons une qui est très importante, c'est la fédération régionale. Nous avons des structures au niveau des villages, au niveau des sous-sections communes et au niveau cercle, nous avons des sections. Mais au niveau de la région, il y avait un vide. Et ce vide-là, nous l'avons comblé. On va mettre en place tout à l'heure, après cette conférence de Caille, la fédération régionale. Au sortir de cette rencontre de Caille, les militants et sympathisants de l'URD devront être capables de mieux expliquer les acquis, les perspectives et les défis du parti de la poignée de main. Nous venons dire à nos militants que le parti est ouvert. Il faut aller à la recherche des personnes crédibles, des cadres capables de gérer les affaires des populations. L'URD veut ainsi mobiliser ses militants pour mieux se positionner pour les élections communales et régionales à venir. Vous le savez certainement, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui avec moi sur ce plateau, Nyanya Alou Traoré, pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui à Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir Nyanya. Bonsoir Khadija Toukouné, bonsoir à tous. Au chapitre des mesures législatives, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure adoptée le 10 octobre 2013 à Minamata au Japon. La Convention de Minamata sur le mercure a été adoptée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement dans la perspective de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets atropiques de mercure et de composés du mercure. Elle prévoit une série de mesures qui visent à réglementer l'offre et la demande de mercure, notamment en limitant certaines sources de mercure telles que l'extraction primaire. Elle réglemente également les produits contenant du mercure et les procédés de fabrication faisant appel au mercure ou à ses composés, ainsi que l'extraction artisanale et à petite échelle de l'or. La Convention traite également des émissions et rejets ainsi que du stockage et de la remise en état des sites contaminés. La Convention institue un mécanisme destiné à fournir aussi en temps voulu des ressources et des appuis techniques et financiers aux pays en développement ou à économie en transition pour la mise en œuvre de leurs obligations au titre de la Convention. L'adoption de la Convention de Minamata sur le mercure va permettre la réduction de la concentration du mercure dans l'environnement. La ratification est une étape nécessaire pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Au titre du ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, sur le rapport du ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, le Conseil des ministres a adopté les textes relatifs au Code de la route.
Les textes fondamentaux en vigueur qui font l'ossature du Code de la route sont la loi numéro 99-004 du 2 mars 1999 régissant la circulation routière et le décret numéro 99-134 PRM du 26 mai 1999 fixant les conditions de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules. Dans la pratique, ces textes se sont révélés insuffisants et inadaptés pour plusieurs raisons, dont, entre autres, la non-réglementation du transport mixte, la prolifération de nouveaux types de tricycles et quadricycles utilisés comme moyen de transport public, la non-prise en compte des corbillards parmi les véhicules prioritaires, le faible niveau de formation des candidats à l'examen du permis de conduire, lié à l'absence de formation préalable et obligatoire dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules. L'absence de moyens adéquats pour contrôler les dépassements de vitesse, l'absence de réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, notamment les temps de conduite et de repos, la centralisation de la commission technique spéciale de retrait du permis et autorisation de conduire, l'absence de réglementation sur le port du casque pour les conducteurs et passagers des motocyclettes et vélomoteurs de cylindre supérieur ou égal à 100 cm3, ainsi que les cycles. La limitation du port de la ceinture de sécurité en rase campagne. Les présents projets s'inscrivent dans le cadre de la prise en compte des insuffisances constatées dans leur mise en œuvre. Le projet de loi introduit les sanctions liées au surcharge des véhicules de transport en commun et interdit la pratique de transport mixte. Des innovations sont également introduites dans le domaine des transports qui permettent de prendre en charge les mutations intervenues, les développements de l'industrie, la cohérence de la réglementation nationale avec les conventions internationales, le processus de décentralisation et de déconcentration et le souci de renforcer particulièrement la sécurité routière. Au chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Sur le rapport du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'identification des abonnés aux services de télécommunications ouvertes au public. Au Mali, l'évolution des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication à travers la téléphonie mobile a connu un essor important ces dernières années. Le parc des utilisateurs du téléphone fixe et mobile et de l'Internet en 2013 était estimé respectivement à 19 875 733 et 3 371 301, dont moins de 10% sont identifiés. L'identification des abonnés aux services de télécommunications ouvertes au public et au processus permettant de désigner et de découvrir et de reconnaître un utilisateur tout en tenant compte de l'interopérabilité des réseaux et de la portabilité des numéros partout dans le monde. Elle vise à recueillir des informations permettant de constituer en cas de besoin la traçabilité de l'utilisateur, une personne physique ou morale bénéficiant des services afférents aux télécommunications ouvertes au public. Le présent projet de décret a été adopté dans ce cadre. Il est pris en application des dispositions de l'ordonnance numéro 2011-023 PRM du 28 septembre 2011 relative aux télécommunications et technologies de l'information et de la communication et de l'ordonnance numéro 2011-024 PRM du 28 septembre 2011 portant régulation du secteur des télécommunications, des technologies de l'information, de la communication et des postes. Le décret impose aux opérateurs du réseau des télécommunications ouverts au public et aux fournisseurs d'accès Internet de procéder à l'identification de leurs abonnés au moment de la souscription de ceux-ci à leurs différents services, leur impose de traiter les informations recueillies sur la localisation des abonnés à leurs réseaux respectifs conformément à la réglementation en vigueur concernant la protection des données à caractère personnel. Enfin, il détermine les responsabilités des opérateurs, y compris celles des abonnés, à leurs réseaux respectifs en cas de vol ou de perte d'un moyen d'accès aux services de télécommunication.
Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre de la primature, directeur administratif et financier, Aboubakar Djakoulou Kamara, inspecteur des finances. Directeur national des archives du Mali, Seydou Diabaté, administrateur des arts et de la culture. Au titre du ministère du Développement rural, inspecteur adjoint de l'inspection de l'agriculture, Adama Boré, ingénieur d'agriculture et du génie rural. Au titre du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, secrétaire général, Mama Djenepo, administrateur civil. Conseiller technique, Modibo Podjougou, magistrat. Djougal Sissé, magistrat. Lassana Djakité, magistrat. Chargé de mission, Arabia Touré, consultante. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, chargé de mission, Aoulusseini Touré, journaliste. Au titre du ministère de l'économie et des finances, chargé de mission, Brahima Amadou Aïdara, auditeur interne. Inspecteur en chef à l'inspection des finances, Madi Baba Djakité, inspecteur des services économiques. Inspecteur à l'inspection des finances, Madame Timbeli Assitou Koniba Traoré. Jean-Marie Dako, inspecteur des impôts. Seydou Sogodogo, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, président directeur général des aéroports du Mali, Daouda Dambélé, colonel Daouda Dambélé. Directeur général de l'autorité routière, Moulay Ahmed Boubacar, dit Baba Moulay, gestionnaire. Au titre du ministère de l'Aménagement du territoire et de la population, chef de cabinet, Boubacar So, administrateur civil. Conseiller technique, Madame Fada Gourou Djal, inspecteur des services économiques. Draman Djara, ingénieur des eaux et forêts, chargé de mission. Mahamadou Samake, économiste. Au chapitre des communications écrites, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a examiné une communication écrite relative aux conclusions des travaux de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies tenue du 24 septembre au 29 décembre 2014 à New York. Du 22 au 27 septembre 2014, le président de la République, à la tête d'une forte délégation malienne composée notamment du ministre des Affaires étrangères, a pris part au débat général de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans son adresse aux délégations des 193 États membres de l'ONU, le samedi 27 septembre 2014, le président de la République a exprimé la position du Mali sur le thème central de la session intitulée « Réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après-2015 », ainsi que sur nombre de questions et préoccupations internationales. Il s'est apaisanti au plan national sur le processus de dialogue pour la paix et la réconciliation amorcé en Alger, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et à l'accord préliminaire de Ouagadougou du 18 juin 2013. Il a fait le point des évolutions significatives enregistrées au Mali dans les domaines de la sécurité, de la décentralisation, de la bonne gouvernance, du rétablissement de l'autorité de l'État, de la protection des droits de l'homme et du développement de l'action humanitaire. Il a également fait le point de l'exécution du mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, et du partenariat avec la communauté internationale. En marge du débat général, le président de la République a coprésidé avec Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, la réunion de haut niveau consacrée au processus politique au Mali.
Les rapports des travaux de ces commissions ont été adoptés par l'Assemblée générale en séance plénière à travers des résolutions dont, entre autres, la résolution concernant l'assistance aux États pour l'arrêt de la circulation illicite et la collecte des armes légères et de petit calibre. La résolution AC5-69L2 relative à l'approbation d'une autorisation d'engagement de 49 943 600 $ américains pour le financement de 3 mois d'activité de la mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre l'Ebola. Des résolutions concernant, entre autres, le terrorisme international, l'état de droit au niveau national et international, l'impunité internationale, la responsabilité de l'État sur la protection diplomatique, la protection des personnes en cas de catastrophe. En définitive, la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies a marqué la confirmation du retour du Mali sur la scène internationale. Elle a permis à la délégation malienne, particulièrement au président de la République, de mettre l'accent sur les orientations de sa politique pour une sortie de crise politico-institutionnelle, notamment la conduite du processus de dialogue intermalien. Le Conseil des ministres a été informé du décès de l'honorable Madame Simpara Oumou Simbo Keïta, députée élue en commune 5 du district de Bamako. En cette douloureuse circonstance, le Conseil des ministres adresse au président de l'Assemblée nationale et à la famille de la disparue ses condoléances les plus attristées. Le Conseil a rendu hommage à l'illustre disparu. Voilà, Khadija Toukouné, c'est qu'on pouvait retenir de ce communiqué du Conseil des ministres. Bonne suite de journal. Merci bien, Yanya Loutraoké. Également, ce communiqué, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mahamadou Diarra, participe à l'hôtel Ivoire d'Abidjan à la première conférence ministérielle sur l'apatridie au sein de la CEDEAO. Cette conférence, organisée conjointement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dure du 23 au 25 février 2015. L'objectif de cette rencontre est de régler les cas existants des personnes sans nationalité et sans acte d'état civil et de prévenir de nouveaux cas. Cette conférence est une manifestation de l'élan nécessaire pour consolider les acquis et concevoir une stratégie régionale globale. La conférence ministérielle qui a débuté ce matin sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a été précédée de 2 jours de débats techniques par les experts. Nous continuons ce journal. La visite de la plateforme Antesson à Gao avait pour objectif de présenter les condoléances aux familles endeuillées des événements du 27 janvier dernier et d'échanger avec les jeunes afin de mieux coordonner les actions pour un Mali uni et émergent. Trissa Koné depuis Gao. Pour la cause nationale, la jeunesse du Mali, dans toute sa coloration, ne veut pas rester en marge de la chaîne de solidarité, surtout celle qui a précédé les événements du 27 janvier à Gao. Cette visite de la plateforme Antesson s'inscrit dans ce cadre. Nous déplorons ce qui s'est passé et nous sommes venus vraiment pour apporter tout notre soutien à la jeunesse de Gao, à la population de Gao, et à rendre visite aux différentes familles, en tout cas de nos victimes. Au cours de ces échanges avec la brillante jeunesse de Gao, il a été question de la convergence entre les jeunes du Mali pour une vigilance accrue. Les débats ont aussi porté sur les préoccupations de l'heure, notamment le chômage et l'employabilité des jeunes dans la région. Tout en louant le courage de la jeunesse de Gao, la plateforme a rappelé l'importance d'une collaboration sincère entre la jeunesse et les forces onusiennes. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, parce que réellement, si nous voulons recouvrer en tout cas l'intégrité du territoire, l'unité nationale, nous pensons aujourd'hui que la MINUSMA a un rôle à jouer par rapport à tout ce qui s'est passé, d'inviter en même temps et la jeunesse de Gao, la population de Gao, la MINUSMA, à voir comment ensemble on peut tourner la page tout en essayant de faire en sorte que la justice soit établie. J'ai pu donner des informations liées aux différents programmes en cours, notamment le programme national de volontariat des jeunes, le PROCEJ, le programme des compétences pour l'emploi jeune, qui est un nouveau programme qui démarre, financé par la Banque mondiale. Et j'ai engagé le conseil régional à rester mobilisé, en tout cas sur les défis majeurs qui nous guettent. Et ces défis s'appellent emploi, ça s'appelle formation, ça s'appelle aussi sécurité.
Forte de 9 membres, la délégation en Tesson est composée des jeunes de la majorité, de l'opposition, de la société civile, des mouvements religieux et des membres du Conseil national de la jeunesse. Ici à Bamako, le parti Sadi n'est pas contre le statut de l'opposition, mais contre un statut accordé au chef de file de l'opposition. Une déclaration faite par le président de cette formation politique au cours d'une conférence de presse suivie par Dada Sidiki Diarra. La loi portant statut des partis politiques de l'opposition n'a pas été votée par les partis Sadi. De même, les députés de ces partis se sont abstenus de voter la loi d'orientation et de programmation militaire la semaine dernière. Pour justifier la position adoptée par les formations politiques, les responsables du parti ont donné des précisions lors de la conférence de presse de ce mercredi. Il y avait bel et bien un statut de l'opposition qui a été voté en 2000, le 13 juillet 2000. Cette loi, elle est meilleure à celle qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale l'autre jour. La différence, c'est que cette loi que nous reprouvons a consacré le chef de file de l'opposition. Nous ne sommes pas d'accord avec l'instauration d'un chef de file de l'opposition. Un parti politique doit porter la parole des autres partis politiques et profondément antidémocratique. C'est budgétivore, c'est une répression de la liberté d'opinion, de la liberté d'association. Selon un élu du parti Sadi, pour des questions de principe, son parti s'est abstenu de voter la loi d'orientation et de programmation militaire. Le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance Sadi souhaite que les élections de proximité à venir, c'est-à-dire régionales et communales, soient reportées. Nous restons avec les partis politiques. Pour célébrer son anniversaire, le parti Alliance pour le Mali, APM Maliko, a récompensé certains pour le travail accompli. Ces actions illustrent parfaitement la vision du parti. Mamoudou Sidibé nous fait le point. L'Alliance pour le Mali, APM Maliko, contrairement aux autres partis politiques, n'a pas programmé une fête anniversaire avec faste. Seulement, le parti s'est donné l'obligation de mettre en pratique sa vision qui est « Par nous, nous pouvons ». C'est ainsi que son bureau exécutif a fouillé dans plusieurs secteurs pour la découverte des citoyens engagés. Première découverte, le professeur Akori Agitnan. Ce haut cadre de la santé a, par son courage et son amour pour le métier, transformé l'image de l'association de santé communautaire de Bangoni en tant que chef de centre. Mais aujourd'hui, le professeur est directeur de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments. Je suis vraiment ravi qu'une formation politique, en l'occurrence malienne, ait compris la nécessité de valoriser le mérite dans ce pays. Et en dehors de la distinction, je suis tout à fait ravi que le travail que j'ai fait en tant que médecin de centre de santé communautaire ait été reconnu et à sa juste valeur et fait l'objet d'une récompense. Le second a été Abdoulaye Kanakoumou dit Bozo Kobake, un plongeur hors pair qui a été plusieurs fois sollicité pour extraire des eaux du fleuve Niger des corps et des matériels. Il est aussi thérapeute traditionnel. Cette vision de APM Maliko est un stimulant et une reconnaissance à l'endroit de ceux qui excellent dans l'anonymat total. La recherche de ces compétences-là, c'est pour prouver que nous aussi, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons répondre présent au rendez-vous du donner et du recevoir. Puisse cette vision inspirer les partis politiques pour que s'instaure l'excellence dans notre pays. Le mouvement Sabati 2012 réitère son soutien au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ainsi qu'aux forces armées de sécurité. Les responsables de l'association l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse. Les détails dans nos prochaines éditions. Nous continuons ce journal. Le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État chargé des relations avec les institutions s'est rendu dans certaines structures relevant de son département afin de créer un cadre de dialogue approprié pour permettre aux institutions de jouer pleinement leur rôle. Al-Jumatina compte rendu. C'est au Haut Conseil des collectivités que Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État chargé des relations avec les institutions a commencé cette nouvelle série de visites. Tout comme chez le médiateur de la République, Madame Diarra Rakitala a eu des entretiens fructueux au Haut Conseil des collectivités. Elle a développé un programme ambitieux, d'une convergence de vues avec nous parfaite, dans la mesure où nous avons toujours souhaité
que le ministre chargé des relations avec les institutions élabore un programme conjointement avec les institutions. Nous sommes très heureux de l'idée qu'elle a eue de développer entre nous une espèce de cadre de dialogue en désignant de part et d'autre un point focal afin que nous puissions continuer ensemble à échanger nos idées et à concevoir ensemble des actions que nous pourrions mener en vue toujours de rendre plus efficace l'état de droit dans le pays. Ensuite, direction au Conseil national du patronat du Mali, puis le Conseil national de la jeunesse. Au CNPM, si les échanges ont porté sur le dossier du Code du travail, au CNJ, les préoccupations de la jeunesse étaient plus nombreuses. La situation des jeunes contractuels aujourd'hui qui sont élegis du décret 051 et qui sont en train de mener aujourd'hui des démarches pour pouvoir intégrer la fonction publique. Nous a aussi rassuré l'assainissement de l'administration qui rassure aujourd'hui la jeunesse malienne. C'est le plus important, c'est le Code du travail. Donc nous avons décidé de mettre en place une commission de travail qui va travailler rapidement avec le ministère, parce que le Code du travail date de 92, donc nous sommes en 2015, donc il est complètement obsolète. Il faudra peut-être que rapidement qu'on sorte un nouveau Code du travail. Les différentes structures ont retiré leur engagement à accompagner Mme Diarra Rakitala dans ses fonctions, et tout en espérant qu'elle portera leur voix au niveau du gouvernement. Un mot des travaux des premières assises 2015 de l'Association africaine de l'eau. 3 panels discutaient de la qualité de l'eau, son management et sa gestion technique. Au cœur des débats, la potabilité de l'eau en Afrique. Nyanya Traoré nous fait le point. Aujourd'hui, s'il y a un enjeu principal qui ralentit le développement de l'Afrique, c'est bien celui de l'accessibilité des populations à l'eau potable. Lors de ces premières assises 2015 de l'Association africaine de l'eau, la question est largement discutée par 3 commissions de travail. D'après certains panélistes, il suffit souvent de peu pour faire le bonheur de milliers de personnes en zone rurale où le manque criard d'eau potable se fait réellement sentir. L'approche que l'on est en train de promouvoir, c'est une approche quand même qui touche beaucoup de populations, et je voudrais que les compagnies d'eau, les États, les communes, etc. étudient et voient un peu quelles sont les autres opportunités. On ne peut pas juste attendre jusqu'à ce qu'on ait l'argent pour mettre un forage qui coûte $15 000 pour amener l'eau à cette population. Il y a d'autres trucs qu'on peut faire, d'autres choses qu'on peut faire en attendant d'avoir ce budget et d'avoir cet argent. Pour le président de la commission Management Eau, il faut plutôt s'appuyer sur l'expertise des jeunes pour venir à bout du phénomène. J'ai travaillé tout à l'heure avec les jeunes, l'association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement pour voir comment est-ce qu'on peut intégrer dès maintenant les jeunes dans la profession de l'eau. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser les jeunes des lycées et collèges pour qu'ils deviennent plus tard des professionnels de l'eau. La sensibilisation doit rester de mise, selon le président de la commission gestion technique de l'eau. Il insiste sur le rôle prépondérant des autorités à changer les données. Aujourd'hui, je crois que nous essayons d'impliquer tous nos gouvernements. Il y a des plaidoyers qui sont faits au niveau de l'AMCO, qui est le Conseil des ministres en charge de l'eau, au niveau de l'Afrique. Il y a des plaidoyers qui sont faits donc, à ce niveau pour leur permettre en effet de voir l'importance de l'approvisionnement en eau potable, donc de toutes les franges de la société, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. La qualité de l'eau va sans dire avec un environnement sain. Une sous-commission planchait également sur la question. Ces animateurs demandent un changement de comportement des populations. La 10e session du comité de pilotage de projet création de zones libérées durables à des mouches testées et de la trypanosomiase en Afrique de l'Ouest et de l'Est s'est tenue au laboratoire central des vétérinaires, et les membres du comité de pilotage vont entre autres examiner et adopter les rapports d'activité financiers 2014 ainsi que le budget prévisionnel 2015 du projet. Reportage d'Auda Sidiki Diarra. Mieux orienter les activités du projet création de zones libérées durablement de la mouche sexée et de la trypanosomiase en Afrique de l'Est et de l'Ouest PATEC. C'est la vision des membres du comité de pilotage de ce projet qui se réunissent pour la 10e fois en session. Pour la présente session,
Vous aurez à examiner les documents suivants. Le procès verbal de la 9e session du comité de pilotage, l'état d'exécution des recommandations de la 9e session, les rapports d'activité et financiers 2014, le programme d'activité et le budget prévisionnel 2015. La trypanosomiase est une affection mortelle chez l'homme et les animaux domestiques. Elle est transmise par les mouches sexées et affecte 37 pays subsahariens dont le Mali. Conscient de son impact négatif sur le développement de l'élevage dans les régions infestées, le Mali a fait de cette maladie une priorité. C'est ainsi que de nombreux projets de lutte et de recherche ont été financés par l'État et ses partenaires au développement depuis les années 1970. En 2013, le projet a connu l'arrêt du financement de notre partenaire financier, la Banque africaine de développement. Ce qui, pourtant, n'a pas empêché le gouvernement du Mali à continuer à soutenir les activités du projet sur le budget national. Au cours de l'année 2014, le projet a entrepris une vaste campagne de sensibilisation et d'information, cela en prélude au transfert de la lutte aux communautés. L'Institut national de formation en équipement et en transport a tenu dans ses locaux la 16e session de son conseil de gestion. Au menu de cette rencontre, l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2014 et la validation du programme annuel de travail pour 2015. Abdraman Maïga. Le budget prévisionnel de l'Institut national de formation en équipement et transport se chiffre à plus de 520 millions de francs CFA. Avec ce budget en légère baisse de 4% par rapport à l'exercice précédent, l'INFET entreprendra courant 2015 la réalisation de plusieurs activités et cela conformément à ses missions. Parmi ces prérogatives figure en bonne place le renforcement des capacités des acteurs du secteur privé à travers la formation des jeunes diplômés. Un des volets importants du programme présidentiel est l'employabilité des jeunes. Et notre secteur, qui est un gros pourvoyeur d'emplois, se doit d'être présent sur ce terrain. C'est en cela que l'INFET est interpellé et nous devons, sans relâche, l'accompagner afin qu'il joue pleinement ce rôle de renforcement permanent des capacités des acteurs du secteur du BTP. Outre la relecture de l'accord d'établissement, l'INFET trouvera des solutions à certaines préoccupations du gouvernement, entre autres le renforcement des capacités des acteurs du secteur des bâtiments et des travaux publics, un secteur dans lequel la structure renforcera sa présence à travers la formation de son personnel et la modernisation de son équipement. La stratégie, c'est d'être plus en contact avec les entreprises. Nous allons contacter le ministère de l'Urbanisme, le ministère du Domaine, qui sont dans le domaine où nous intervenons. Et nous allons voir avec eux quel type de stratégie nous pouvons faire ensemble pour amener, avec un système de partenariat public-privé, qui va mener ces institutions à appuyer le secteur privé dans le développement de ses compétences. Ce conseil a été l'occasion pour les administrateurs de réfléchir sur des pistes permettant d'accroître les capacités de mobilisation des ressources humaines qualifiées et financières destinées à la communication externe de l'Institut. 120 millions de francs CFA, c'est le coût global de l'œuvre de bienfaisance en kit de consultation ophtalmologique et de chirurgie de médicaments en faveur des populations du cercle de Koro en 5e région. C'est en prélude au lancement de la 4e édition des journées culturelles de Guinadogon du 25 au 28 février 2015 à Koro. Reportage Mahamar Ibrahim Touri. Les journées ophtalmologiques à Koro, initiées par l'association Guinadogon et ses partenaires, Lions Club International Bamako Phoenix, l'IOTA et l'OPC, Organisation pour la prévention de la cécité, en prélude à la 4e édition des journées culturelles Guinadogon 2015, vise la promotion de la lutte contre la cécité dans le cercle de Koro. Les équipes médicales de l'IOTA et les bénévoles des hôpitaux ont été mobilisés. Les capacités des ressources humaines renforcées à travers la formation en soins oculaires, le plateau technique des centres de santé de référence de Koro renforcé. L'IOTA a mis à la disposition de cette action humanitaire plus de 25 de ses agents, des équipements technico-chirurgicaux et tous les accompagnements nécessaires à la réussite de cette mission. L'OPC a également répondu favorablement à la même demande en appuyant la mission par des dons de kits chirurgicaux afin d'augmenter le nombre de cataractes à opérer. Durant une semaine, nous comptons réaliser environ 5000 consultations ophtalmiques,
faire un don de lunettes d'à peu près 3 000, de la chirurgie de la cataracte pour environ 500 personnes, et nous comptons faire un don de médicaments d'environ 3 000 collyres et pommades. Le coût de cette œuvre est estimé aujourd'hui à 120 millions de francs CFA. Le président de l'antenne Djinadogon de Koro, les autorités communales et administratives de Koro diront que cette opération de consultation ophtalmologique gratuite en faveur des populations des pays Dogon est une aubaine à saisir. Les journées culturelles, nous voulons que ce soit un projet de développement. Que chaque fois que nous passons dans une localité, que des choses restent de façon durable. Et je pense que c'est ces changements-là que nous entamons comme ça, avec cette opération de consultation ophtalmologique. Pour cette opération, 500 tickets sont distribués tous les jours. Abordons le deuxième titre de ce journal, une projection en avant-première pas très ordinaire à Magic Cinema Babemba de Bamako, Capitaine Thomas Sankara, un film documentaire de 90 minutes du Suisse Christophe Kuplin. Sorti le 3 septembre dernier, le film a connu hier sa 3e projection après Tunisie, Sénégal et avant Ouagadougou au FESPACO. Sori Ibrahima Keita. Secouer le cocotier de la cible à la racine, ça, il faut être un fou, un peu fou pour tenter l'aventure. Mais comme l'auteur de La Patrie ou la mort en est un, eh bien, on comprend pourquoi le capitaine Thomas Sankara a consacré ses 4 ans de pouvoir à l'exercice, pour le moins périlleux par ces temps qui courent. J'étais au Burkina en 85 pendant la Révolution et ça a bouleversé ma vie. Pourquoi ? Parce que j'ai vu un peuple qui prenait son destin en main. Et celui qui tirait le peuple en avant, c'était un capitaine, le capitaine Thomas Sankara. Et sa réflexion m'a subjugué, intéressé, au point que je suis revenu en 87, au point que je me suis investi avec mes amis qui eux-mêmes se sont investis dans la Révolution. Vous avez peut-être vu dans mon film, il y a quelques archives spécifiques que effectivement je me suis efforcé moi de préserver la mémoire de Thomas Sankara suite à son assassinat, parce qu'on peut tuer un homme mais on ne peut pas tuer ses idées. Convaincu qu'il n'y a pas de transformation sans un minimum de folie, le capitaine, au fait de sa renommée à 35 ans, mène la lutte sur tous les fronts. Corruption, impérialisme, sous-développement. Il se fixe alors pour objectif nourrir, instruire, soigner, vêtir. Pour y parvenir, une seule politique, made in Faso. Il sonne le tocsin à Paris. À New York, à Addis, c'était un Rubicon de franchi. Ce film n'est pas un film simplement émotionnel. C'est un film qui pose la problématique de la voie, de la vision que l'Afrique doit avoir pour son développement, incarnée par l'expérience du président Thomas Sankara. Et je crois que Thomas Sankara a eu raison de faire confiance à son peuple. Parce qu'à partir de la place de la Révolution, la revanche de l'histoire est arrivée. Thomas Sankara incarnait beaucoup d'espoir pour les jeunes Africains, les travailleurs africains, qui sans avoir le courage de critiquer ou de dire leur avis par rapport à ce qui se déroulait en Afrique, pouvaient reporter sur Thomas Sankara leurs espoirs secrets. Alors, en regardant ce film, j'ai trouvé le film très fidèle. En conclusion que nous avons tiré quand même, il n'y a pas d'âge pour ne pas participer à la construction de la maison. Oui, c'est vraiment un sacrifice, et ce sens de sacrifice, je crois qu'il n'est pas donné à tout le monde. Mais nous avons senti à lui et nous devons l'inculquer aussi en nous. J'ai retenu deux choses dans l'œuvre de Sankara. Les 100 km de rails réalisés, de voies ferrées réalisées à main nue, et le changement de mentalité qu'il a reçu au sein de son peuple. Amoureux de guitare, riche de ses nombreux voyages et de ses connaissances en Sciences Po et en journalisme, il disait tout haut ce que tous pensaient tout bas. Lui qui martelait qu'un militaire sans formation politique idéologique n'est qu'un criminel en puissance, le dérangeur public savait vraiment ce dont il parlait.
Osons réinventer l'avenir, c'est le thème de la 5e édition de la rentrée littéraire 2015 dont le coup d'envoi a été donné au Musée national. Plus de 60 écrivains d'une vingtaine de pays d'Afrique, du monde arabe, d'Europe et du Canada prennent part à cette rencontre littéraire. Suleiman Kenza Sidibé. Pour cette 5e édition, les écrivains, éditeurs, libraires et journalistes culturels venus d'une vingtaine de pays vont animer des conférences débats, des tables rondes, des cafés littéraires, des ateliers sur le livre, la filière du livre et sur les métiers du livre. Les points de rencontre, ce sont tous les espaces dédiés à la culture, bonhomme de lycée à Bamako. Osons réinventer l'avenir, c'est une façon pour les organisateurs de coller à l'actualité du Mali, du monde tout court. Un thème peut-être qui nous renvoie aussi au contexte d'aujourd'hui. Pour nous, c'est important de s'inscrire dans le débat sur la réconciliation et la reconstruction. Mais c'est un thème qui a été choisi par une équipe. Je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, l'équipe de la rentrée littéraire s'internationalise. Il y a des Maliens, mais il y a aussi d'autres parties du monde. La création littéraire, bien qu'elle soit fondamentalement différente de l'invention du savant, par sa nature et par ses caractéristiques, procède de la même démarche, du même souci de forger pour les besoins du développement et du progrès, un avenir qui soit à la hauteur de nos espérances. Le thème inspire pour nous les Maliens, dira le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la construction citoyenne. Pour Maman Babi, autant il est question du renouveau du Mali, de la reconstruction du pays, autant il est question de l'homme malien en devenir. Ça m'inspire le fait que nous avons la possibilité de construire de nouveaux citoyens pour un Mali meilleur. Ça m'inspire le fait qu'aujourd'hui, nous devons inculquer à nos jeunes les valeurs qui ont fondé nos grands empires. La rentrée littéraire compte s'étendre à toutes les régions du pays pour la prochaine édition. Les amis du livre y sont conviés à ces banquets du livre pour tout soutien. Paix et réconciliation, c'est le thème de la première édition du festival Yeredom qui s'est tenu à Kita du 20 au 22 février dernier. La cérémonie a été marquée par le défilé des troupes venues des contrées du cercle, la visite des sites touristiques et des concours entre les jeunes artistes. Envoyé spéciaux à Kita pour la cause, Abdraman Keita et Laoun Keita. Rarement la ville de Kita, la cité de l'Arachide, a connu une telle mobilisation. L'initiative est de l'artiste chanteur Mamadou Tunkara, fils du terroir. Le festival Yeredon vise à promouvoir et à valoriser les ressources culturelles pour la sauvegarde du riche patrimoine du cercle. Il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient, il ne faut pas qu'on laisse notre valeur. Yeredon, c'est à peu près ça. Bon, on a dédié première édition la paix et réconciliation. Aujourd'hui, notre pays a affronté à ces problèmes-là, mais on remercie le bon Dieu. Le Mali, c'est un grand pays, vraiment, avec l'aide de Dieu, on s'en sortira. Ce festival, espace d'enracinement identitaire, permettra de susciter la création individuelle, d'amplifier la voix de Kita. Durant 3 jours, mesdames et messieurs les artistes, venus de nos villages et au-delà du cercle, vous allez insuffler à la ville de Kita une animation culturelle riche et variée. Selon la marraine et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mamadou Tunkara, qui représentait les parents du festival, cette initiative est salutaire. Je suis né à Kita, j'ai grandi à Kita, j'ai tout eu à Kita. Et le nom du festival, c'est les Redons. Redons, c'est pourquoi j'ai accepté d'être la marraine de ce festival, quoi que ça coûte. On se connaît à travers la culture, à travers les artistes, à travers les griots. Kita étant le berceau des griots du Mali, alors si on parle de Yeredon, alors c'est un retour à la source. L'un des moments forts du festival Yeredon a été la visite des sites touristiques dont le Kitakourou et Boudofo. Un mot de sport à présent. Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Le Mali joue demain contre la Guinée-Conakry en demi-finale. À cet après-midi, l'Afrique du Sud s'est qualifiée en finale aux dépens du Nigeria, 1-0. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Niamey, Cheikh Amadou Bari et Aruna Diarra.
Le premier pays finaliste du 11e championnat d'Afrique des cadets est désormais connu. Il s'agit de l'Afrique du Sud, vainqueur 1-0 du Nigeria. Une réalisation de Eric Mayo depuis la 27e minute de jeu. En ce qui concerne la deuxième demi-finale, elle offre une affiche 100% zone de l'Ouest africaine entre le Mali et la Guinée. La plupart des observateurs attendent de ce face-à-face un match prometteur en termes de qualité de jeu au regard de ce que Maliens et Guinéens ont démontré en phase de groupe. Le Mali, qui est sorti premier du groupe B avec 7 points, a bouclé la première phase par une précieuse victoire 1-0 contre la Côte d'Ivoire, championne sortante, tandis que la Guinée, deuxième du groupe A, été battue 2-1 en dernière journée par le Niger. Ce faux pas du Sili cadet n'enlève en rien la méfiance de l'encadrement technique malien. Contre la Guinée, une équipe vraiment bonne, parce que j'ai joué des rencontres contre la Guinée au Mali. C'est une équipe très technique. Dans la même catégorie. Ils ont beaucoup d'individualités sur le terrain. Donc, mais c'est notre équipe aussi. Nous sommes préparés pour rencontrer des différentes difficultés. On a beaucoup travaillé sur ça. Et contre la Guinée, ça va se jouer de bout en bout. Je pense que ça sera un match difficile. Mais on va l'emporter la victoire, Inch'Allah. Mali-Guinée, c'est ce jeudi au stade général Sénou-Coutier de Niamey, coup d'envoi 15h, heure de Bamako. Et nous terminons ce journal avec cette triste note. Madame Sempara Oumou Simbo Keïta a été inhumée cet après-midi au cimetière de Bakodi Colonie ACI. Décédée hier à l'âge de 47 ans, l'honorable Oumou Simbo Keïta laisse derrière elle un hémicycle, une nation et une famille éprouvée. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a tenu à être présent. Rappel du parcours et des qualités sociales et professionnelles de la défunte avec Alouseni Touré. Une femme exemplaire, une collègue extrêmement attentionnée, une militante dévouée, telles sont entre autres qualités que l'on peut recueillir auprès de ceux qui ont connu Madame Sempara Oumou Simbo Keïta. C'était une femme exemplaire qui était avec tout le monde, qui était joviale et conviviale avec tout le monde. Ces relations n'étaient pas basées sur des relations politiques, c'était des relations humaines. Elle a été pour moi une camarade de lutte, une camarade politique, parce que appartenant toutes les deux à la commune 5, et c'était une dame pleine de vie, engagée dans la lutte pour la liberté. Elle était de commerce agréable, travaillait avec tout le monde, c'est bien que la place qu'elle laisse est considérable. Je n'ai pas de mots pour la féliciter, je n'ai pas de mots pour prier pour elle. On a vraiment perdu une personnalité, on a perdu une femme courageuse, on a perdu une femme qui s'est toujours battue pour l'union, qui s'est toujours battue pour les droits des femmes. J'ai partagé le même parti avec elle, elle aimait vraiment son parti, elle ne cessait de le dire, vraiment, soyons ensemble. Elle aimait son pays. Elle aimait son pays. Chaque fois, elle me demandait, Jaras, vraiment, quelle est la situation du pays? Donc, elle avait ce souci. Sa sympathie, on ne savait pas. Je n'ai jamais vu où se fâcher. Mariée et mère de 3 enfants, Madame Sempara a fréquenté le lycée Askia Mohamed, puis l'IGLAN, où elle décrocha un diplôme de management avant de créer sa propre société de communication. Élue en commune 5 sur la liste RPM ADP en 2013, l'honorable Sempara Oumou Simbo Keïta avait auparavant fréquenté le journalisme, notamment au sein du groupe Yamana. Le président de la République a rendu hommage à une femme d'exception. Nous venons de perdre une de nos élus, parmi les plus braves, militante du parti que j'ai dirigé jusqu'à mon élection, de l'RPM. Elle fut de tous les combats, infatigable, inlassable, généreuse de son temps, généreuse de sa vie. Elle laisse un grand vide. Non seulement sa famille, l'Assemblée, mais le Mali, le peuple malien. J'ai pu témoigner de son engagement total au service de ce pays. Pourquoi? C'est avec beaucoup d'émotion que nous l'avons accompagné aujourd'hui à sa demeure, dernière demeure.
Ces moments nous rappellent toujours la plus profonde humilité. Il arrive que nous oublions que notre destin, c'est de venir et de partir. Telle est la volonté du Tout-Puissant, du seul puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Puisse ce Dieu de miséricorde, ce Dieu clément, lui accorder sa grâce. Amis, parents et collègues l'ont accompagné cet après-midi à sa dernière demeure. Telle fut la volonté du Tout-Puissant et tel sera le destin de chacun. Que son âme repose en paix. Amen. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.